Le fleuve Saint-Laurent relie l'océan Atlantique à la région des Grands Lacs, au cœur du continent nord-américain. Il a donc un vaste potentiel comme route commerciale. Mais pour le remonter, il faut affronter un obstacle de taille, une spectaculaire dénivellation. La dénivellation équivaut à un édifice de 20 étages. Pensez-y, un navire de 30 000 tonnes qu'on fait passer par-dessus un édifice de 20 étages. Le navire qu'on voit derrière moi s'appelle le Montréalais. C'est une barge pleine d'acier en route pour Hamilton. À son retour, elle sera pleine de blé. Vraiment un trafic incessant. Pour atteindre sa destination, qui se trouve à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer, il va devoir passer à travers un réseau de 7 écluses comme celle-ci, qui forment la première section de la voie maritime du Saint-Laurent. Évidemment, les rivières, on a souvent l'impression que c'est plat, là, mais dans les faits, pour que l'eau coule, elle coule toujours d'un point haut à un point bas. Quand les pentes sont faibles, les bateaux peuvent remonter, mais évidemment, il y a des sections où la navigation n'est pas possible parce que la profondeur est trop faible, mais souvent parce qu'on a des sections où on a des pentes très élevées. En fait, une écluse, c'est fait pour amener un navire d'un niveau d'eau à aller jusqu'à un autre niveau d'eau. C'est comme un genre d'escalier. Comme ici, à Saint-Lambert, on a à peu près 16 pieds de dénivellation. Donc, un bateau aurait tout ce courant-là à monter, puis ce serait quasi impossible. Ce serait même impossible. Le principe des écluses, essentiellement, n'a pas changé depuis 2000 ans. C'est-à-dire que vous avez simplement un réservoir qui sépare la partie haute et la partie basse. Quand un navire veut procéder vers l'amont d'un cours d'eau, il va entrer dans l'écluse, on ferme les portes en arrière. Là, ce qui est bien amarré dans l'écluse, suite à cela, on ouvre des vannes souterraines. Puis, l'eau qui est en amont de l'écluse entre dans l'écluse. C'est vraiment simple, le principe de la gravité, où l'eau qui est plus haute descend vers le bas, alors elle remplit l'écluse. Lorsque les niveaux dans l'écluse sont égaux, l'amont avec l'intérieur du sas de l'écluse, on ouvre les portes et le navire procède plus loin et on recommence une autre fois la prochaine écluse. Quand vous avez un bateau qui veut descendre, c'est le même principe. On fait passer l'eau du réservoir vers la partie aval de la rivière. Donc, essentiellement, c'est un jeu de réservoir qu'on vide et qu'on remplit. Le principe du fonctionnement des écluses est finalement assez simple. C'est ce qui explique que son invention remonte à la nuit des temps. On a des preuves indirectes qu'il y avait des écluses dans le temps des Grecs et dans le temps des Romains. Donc, on parle facilement 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ. On a des preuves directes, c'est-à-dire des restants, des écrits, qu'il y avait beaucoup d'écluses en Chine, un petit peu avant le Moyen-Âge, donc 10e, 11e siècle, 12e siècle. Donc, c'est pas de la technologie complexe, vu que ça existe depuis tout ce temps-là. Il ne faut pas croire que les écluses sont restées prisonnières du temps. Non, 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 non. Les nouvelles technologies viennent en aide aux éclusiers. Ici, on est devant la tour de contrôle de l'écluse de Saint-Lambert. Et c'est ici qu'on gère la circulation des navires entre le point d'entrée de la voie maritime, soit juste sous le pont Jacques-Cartier, et jusqu'au Mille-Îles, en Ontario. Le centre de contrôle, lui, ressemble un peu comme un centre de contrôle de trafic aérien, mais pour les navires. On a des écrans, on a des systèmes radio. Oui, alors le yacht, là, il s'avance. Dans à peu près 5 minutes, je vais être prête pour lever si c'est correct avec vous. Quand un navire se présente à l'entrée de la voie maritime située sous le pont Jacques-Cartier, il commence par se rapporter à la garde côtière dans le port de Montréal. Good morning, proceed to the stop sign.
La garde côtière va nous aviser que le navire désire entrer à la voie maritime. À partir de là, on va prendre ces données et puis on va commencer à coordonner son trafic et l'insérer dans notre gestion de trafic. Roger, 5 by 5 as well, left lead, seaway, 10 rubber half, over. Un navire, avant de transiter dans la voie maritime, il doit nous donner des informations et puis cette information-là est assez importante. Donc, nous, ce qu'on a, on a toute sa longueur, sa largeur. Il y a aussi des inspecteurs qui sont probablement allés à bord, si c'est un océanique. Et puis, avant de rentrer dans la voie maritime, ils doivent nous informer de leur tirant d'eau. Le tirant d'eau est la mesure de la partie submergée de la coque d'un navire. S'il a un trop fort tirant d'eau, le navire pourrait accrocher le fond. D'ailleurs, dans le but d'améliorer le service aux armateurs qui empruntent la voie maritime, on a mis au point une nouvelle technologie qui permet aux pilotes de navires de sonder les fonds marins en 3 dimensions et en temps réel. Écoute, t'as passé le message que le Coolborg avait un service d'amarrage. Grâce à un système de repérage ultra sophistiqué, il est possible de suivre le trajet de chaque navire de façon très précise. De notre côté, à la voie maritime, nous avons été les premiers à exiger un système SIA qui s'appelle le système d'identification automatique. C'est un système qui donne la position en GPS et en DGPS. DGPS, c'est plus précis. On va jusqu'à 1 mètre près de la position de tous les navires qui entrent dans notre système. Et puis, ça a pour effet de nous permettre de faire une meilleure gestion du trafic maritime à partir du centre de contrôle. Ça nous permet aussi d'avoir un passage plus sécuritaire au travers de tout le système. Parti en levant au pont de Saint-Louis. Les ordinateurs du centre de contrôle sont reliés à ceux du navire, de façon à mieux le guider tout au long de son parcours et à compléter les informations déjà fournies par la garde côtière. Présentement, on peut pratiquement savoir tout ce qui se passe à bord d'un navire. Nous avons des données de sa vitesse, on a sa course, l'alignement, ses tirants d'eau, sa cargaison, pilote ou capitaine, son pays d'origine, largeur, longueur. On a vraiment beaucoup d'informations pour gérer le trafic d'une façon efficace. Être efficace, productif, voilà ce qui est à l'origine du projet de voie maritime sur le Saint-Laurent. Et la nécessité de la construire a été constatée au tout début de la colonie. Jacques Cartier, dans son 3e voyage, s'est arrêté ici à cause des rapides de la Chine. Donc, les rapides de la Chine, c'est pas navigable. Donc, si on veut pouvoir surmonter ces élévations-là, on doit recourir là, à des moyens mécaniques là, qui sont des écluses. Mais il faudra attendre jusqu'au début du 19e siècle pour qu'on s'attaque à ce projet. Le canal La Chine est inauguré en 1825. D'une longueur de 14 km et d'une profondeur originale de 2,4 mètres, son réseau de 5 écluses permet aux navires de passer du port de Montréal au lac Saint-Louis. Au même moment, dans le sud de l'Ontario, les ingénieurs font face à un des phénomènes naturels les plus imposants de la planète, les chutes Niagara. Ils devront contourner ce mur d'eau de 52 mètres de hauteur pour construire un autre réseau d'écluses. Le canal La Chine a ouvert et même époque, 4 ans plus tard, le premier canal Welland ouvrait. Ça représentait vraiment un point marquant dans l'historique de la navigation commerciale, autant au Canada qu'aux États-Unis. Ça l'ouvrait finalement le cœur du continent au reste du monde. Alors, en 1929, vous pouviez remonter de Montréal jusqu'au lac Erie. Et comme les autres lacs, il n'y a pas de canaux, excepté le lac supérieur, on pouvait se rendre au fond du lac Michigan et atteindre Chicago, qui commençait déjà à se développer. Puis vous aviez Détroit qui était en face de Windsor. Alors vous aviez l'accès au lac Erie, au lac Huron et au lac Michigan.
En 1848, on entreprend des travaux de dragage importants pour faire passer la profondeur du canal de 2,4 à 4,2 mètres. Mais dès le tournant du 20e siècle, on se rend compte que cela ne suffit pas encore. C'était le tirant d'eau qui était pas assez profond pour transporter plus de cargaison. En 1950, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il faut se rendre à l'évidence. Le canal de la Chine est désuet. Le Kaministiquois est engagé dans la voie maritime du Saint-Laurent. Le centre de contrôle a déjà acquis une foule d'informations sur lui. L'embarcation est maintenant tout près de l'écluse de Saint-Lambert. Une fois qu'il approche l'écluse, il va changer de canal pour se rapporter maintenant aux éclusiers. Et puis, à partir de là, ils vont prendre le navire en charge. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le centre de contrôle. Eux, c'est comme le centre de contrôle aérien. Puis nous, c'est comme si on était sur le plancher des vaches, on peut dire, là. Comme ceux qui font à l'aéroport, bien, ils vont mettre des blocs pour les pneus. C'est à peu près la même chose. Un système de signalisation permet de guider le navire jusqu'aux portes de l'écluse. On a 3 limites d'approche, soit en amont ou en aval. Il y a certaines écluses qui ont 2 limites d'approche. Ça guide les navires à leur entrée. Donc, si on est en train de préparer l'écluse, bon, le navire, il sait, il y a des lumières sur ces limites d'approche-là. Et puis, les navires peuvent pas dépasser les limites d'approche qui étaient allumées. L'entrée du navire dans l'écluse est l'étape la plus délicate. Le pilote du navire s'en remet aux directives du maître éclusier, qui lui-même est assisté d'une batterie d'appareils électroniques. On a les caméras qu'on peut bouger, c'est électronique, c'est sûr. Et puis, toutes les fonctions sont faites à l'ordinateur. Le positionneur va guider le navire dans l'écluse, puis ils vont amarrer le navire dans l'écluse. Une fois que le navire est complètement entré dans l'écluse, les éclusiers passent à l'action. Là, tu peux partir ton winch. Monte-les comme faut. Aujourd'hui, Jonathan Marcella et Charles Delisle sont en formation pour devenir éclusiers. Regarde, lui, là, tu peux le mettre ici. Tiens. Parce que si tu pars à wincher avant que ton corps d'acier soit plus bas que le volard, tu vas te mélanger ici. Pour être un bon éclusier, il faut être très alerte, très sensible à la sécurité. Il faut vraiment être conscient qu'on travaille avec des navires qui pèsent des millions de tonnes. Un amarre, ça se brise, puis il faut faire bien attention. C'est bon. Tu vas t'en assez. Tu prends ton petit bout, on s'en va à l'autre. Excuse. Attends un peu, attends. Là, tu restes tout le temps à faire du chômage, puis tu fais juste le tirer. Puis lui, il va faire le reste. Puis là, il y en a assez, là. Puis là, tu peux y aller. OK, let's go and have a good day. Let's go, have a good day. Have a good day yourself. Thank you, sir. Quand les éclusiers ont fini d'amarrer le navire, on peut procéder à l'opération d'éclusage. Il y a des portes d'acier qui vont fermer derrière lui. Puis, on va ouvrir des vannes. Les vannes vont laisser passer l'eau. Puis, tout se fait par gravité. Le navire continue donc son chemin vers la prochaine écluse, celle de Sainte-Catherine. Sa destination finale est Thunder Bay. Les éclusiers n'ont pas à attendre très longtemps pour voir la proue d'un autre navire. Ici, la valse est incessante. Une véritable autoroute sur l'eau. C'est plus qu'un fleuve, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'économies qui tournent alentour de la voie maritime. Si on regarde au niveau du Canada, l'industrie maritime reliée à la voie maritime, ça crée environ 16 000 emplois. Puis si on regarde au niveau des Américains, on parle de 150 000 emplois. Depuis sa découverte, il y a plus de 400 ans, le fleuve Saint-Laurent est convoité pour son vaste potentiel
comme route commerciale. Alors, c'est naturel que depuis ce temps, ici au Québec, on rêve de construire un réseau d'écluses pour contourner les rapides de la Chine. Sur les rives du Saint-Laurent des Grands Lacs, il y a quand même les deux plus grandes provinces canadiennes, 8 États américains. Ça représente un marché de 110 millions de personnes. On y retrouve quand même 4 des villes importantes nord-américaines, soit Montréal, Toronto, Chicago, Détroit. Alors, un marché très important. Une opportunité d'affaires qui saute aux yeux des gouvernements canadiens et états-uniens. Mais en 1950, la construction d'une voie maritime capable de répondre à la demande tarde. Sur les deux partenaires, celui qui était le plus pressé de passer à l'action, c'était le Canada, parce que déjà, depuis la fin du deuxième conflit mondial, le canal qui est ici, le canal de la Chine et tous les autres le long du Saint-Laurent, ils travaillaient à pleine capacité. C'est-à-dire qu'on avait atteint ce que j'appelle le maximum potentiel. On ne pouvait plus en mettre plus que ça. Tu sais. Il était saturé. À un point donné, le gouvernement canadien a menacé d'y aller unilatéralement. Alors, à ce point-là, puis je ne veux pas faire un drôle de jeu de mots, mais les Américains ne voulaient pas manquer le bateau, alors ils ont décidé d'aller de l'avant. Fait que la menace du gouvernement canadien d'aller unilatéralement a vraiment les a fait embarquer. En 1954, une entente est conclue entre les deux pays pour la construction d'une nouvelle voie navigable en eau profonde entre le port de Montréal et le lac Erie. Now, work can begin on the great project itself. That work, we all hope, will progress rapidly, without interruption, to successful completion so that the benefits of this great project can come to all our people on both sides of that great river. Avec un budget estimé à un demi-milliard de dollars, la voie maritime du Saint-Laurent sera un des plus vastes chantiers de l'après-guerre. Dans la section Montréal-Lac-Ontario, qu'on appelle maintenant la région Maisonneuve, il y a 7 écluses. 5 étaient sous la responsabilité canadienne, soit l'écluse de Saint-Lambert, l'écluse de Sainte-Catherine, les 2 écluses de Beauharnois, l'écluse d'Iroquois. Les 2 écluses en sol américain, Snell et Eisenhower, près de Cornwall, ont été construits évidemment par les Américains. En termes d'ingénierie, la tâche est colossale. Il faudra construire des écluses, creuser des canaux, aménager des barrages et des centrales hydroélectriques et enfin réaménager 4 ponts de la région de Montréal. Les gens prennent ça un peu pour acquis, c'est-à-dire que ça a l'air simple, c'est là, mais il y a beaucoup de calculs. Hein? Donc, il y a un écoulement normal qui doit se faire. Donc, c'est pas une piscine, là, la voie maritime du Saint-Laurent. D'ailleurs, là, on est dans l'écluse, mais de l'autre côté, il y a un cours d'eau naturel là, qui permet le déplacement des eaux. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de calculs, beaucoup de préparation pour s'assurer qu'on puisse respecter les débits, qu'on ait les bonnes conditions environnementales, là, pas juste pour les bateaux, mais bien pour aussi avoir un cours d'eau qui est sain et en santé. Pour contourner le secteur des rapides de la Chine, les ingénieurs ont prévu la construction de 2 écluses, une à Saint-Lambert et l'autre à Sainte-Catherine, reliées entre elles par un canal d'une longueur de 14 000 nautiques. La première chose qu'on a fait, c'est une digue. Et pour permettre de retenir le Saint-Laurent de l'autre côté de la digue. Alors, on a travaillé à sec dans tout le secteur de Côte-Sainte-Catherine à Saint-Lambert. Évidemment, les lits de côté, il y a du sol. Ces sols-là sont poreux, il y a de l'eau. Donc, l'eau, c'est un vase communicant. Hein? Donc, quand on voit de l'eau sur un cours d'eau comme ça, si on creuse dans le sol à côté, on va trouver de l'eau au même niveau. Donc, c'est clair que les techniques de construction standard, là, donc il faut assécher les excavations, il faut pomper l'eau à l'extérieur pour pouvoir creuser, faire des caissons, faire le bétonnage, etc. Donc, puis évidemment, plus l'ouvrage est gros, plus c'est complexe. Tout était centralisé autour des écluses, chaque écluse étant ce que j'appellerais le pivot
du développement engineering, incluant les murs d'approche, les portes en acier. Tout est construit en béton. Les murs et les portes des écluses doivent être renforcés de façon à supporter la pression exceptionnelle exercée par les 90 millions de litres d'eau qui transitent d'amont en aval lors de chaque éclusage. Les gens sous-estiment beaucoup la force qu'on appelle hydrostatique, la force d'une masse d'eau sur la porte de l'écluse. Pour vous donner une idée, pour une écluse comme la taille de l'écluse de Saint-Lambert derrière moi, on parle d'un équivalent de force de près de 2000 tonnes. Donc, pour vous donner une idée, si on empilait 2000 voitures compactes l'une par-dessus l'autre, c'est l'équivalent de la force de l'eau sur les portes fermées, soit à l'amont ou vers l'aval, dépendant du niveau de l'écluse. Donc, le système de fermeture de porte n'est pas simple pour que ce soit évidemment étanche en plus. Ça, c'est clair. Une fois les travaux d'excavation des sas terminés, on procède à l'installation des systèmes de vannes, ces canaux souterrains qui permettront à l'eau de circuler entre les différentes parties de l'écluse. Alors, on avait des pompes à installer, un appareillage électrique extrêmement compliqué, une plomberie sophistiquée à des dimensions bien autres que ce qu'on connaît dans les édifices commerciaux ou dans les maisons. Mais le plus grand défi pour les promoteurs du projet, ce sera de réaliser tout ça en minimisant les impacts sur l'environnement et la vie des populations riveraines. En 1954, la décision est prise de construire une série d'écluses et une voie navigable pour les grands navires entre Montréal et les Grands Lacs. Il s'agit d'une œuvre colossale, tant par son ampleur que par sa complexité. La construction de l'écluse de Saint-Lambert pose un défi supplémentaire aux ingénieurs, en raison de la proximité du pont Victoria. Et l'écluse était juste autour du pont Victoria, en fait, en amont, directement en amont du pont Victoria. Alors, comment construire une écluse, faire les grands travaux nécessaires dans tout le secteur sans qu'on dérange ou qu'on importune le trafic véhiculaire et ferroviaire, parce que le pont sert aux deux. Et une fois l'écluse construite, ces opérations ne devront pas paralyser la circulation automobile. Pour solutionner cette épineuse question, les ingénieurs vont construire 2 ponts pour enjamber la voie maritime. Un en amont de l'écluse et l'autre en aval. Là, j'appelle le gars de CN, parce que lui, s'il va mettre sa lumière rouge, le trafic va arrêter, il va baisser sa barrière. Moi, j'attends que tout ça aille vider les boucles. Puis après ça, je vais commencer à transférer mon trafic. Oui, on va vérifier le trafic, s'il te plaît. Merci. Au revoir. « 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 barrières à manipuler pour tout le changement de trafic d'un pont à l'autre. Le pont Victoria est divisé en deux parties levantes qui sont sur la rive sud de Montréal. Puis, ces 2 parties levantes-là nous font dévier le trafic d'un pont à un autre. De sorte que quand le navire entre et que le pont est levé, on transfère tout le trafic sur l'autre pont. Et vice-versa, quand le navire est monté dans l'écluse et qu'il est prêt à sortir, on retourne à l'autre pont, de sorte que le trafic véhiculaire et ferroviaire est continu sans interruption. Pendant que les travaux vont bon train à Saint-Lambert, à Sainte-Catherine, l'aménagement du canal et de l'écluse numéro 2 provoque des remous dans la population locale. C'est-à-dire que le tracé du canal passe au milieu du village. On a déménagé quand même une 50aine de maisons qui étaient peut-être la moitié du village dans le temps. Et on les a pris, puis on a dit, vous en allez là-bas parce que nous, on a besoin d'une partie de la ville pour faire une écluse. Après, il faut apprendre à vivre avec. Oui, il y en a qui étaient contre. Ouais. Ah oui, ah oui. Il y en avait beaucoup qui étaient contre. Bien, par contre, pas contre. Le canal, il passait là-dessus. Tant pis pour toi, j'étais contre. Ça ne changerait absolument rien. René Barbeau était adolescent au milieu des années 50.
Il se rappelle avec nostalgie de la douceur de la vie à Sainte-Catherine avant l'aménagement de la voie maritime. C'est tous des cultivateurs pas riches, mais qui vivaient bien par rapport au que là. Ici, c'était tous des cultivateurs qui faisaient des légumes, des jardiniers. Ils allaient au marché avec ça à Montréal, le marché Bon-Secours, tout le monde. Et puis là, pour un gros voyage, on revenait avec 10, 12 piastres, 14 piastres. Partir à 2 heures du matin, aller au marché, revenir avec 14 $. Plusieurs des meilleurs champs cultivables du village ont été achetés pour construire la voie maritime. La vie bucolique de Sainte-Catherine n'a plus jamais été la même. C'est assez impressionnant parce que là, c'était comme à la guerre, d'une façon. Hein? Il y en avait des boules, puis des pépines, puis tout ce que tu veux. Hein? Puis des gros camions, hein? Des affaires, des Euclides, des patentes. Là. C'est du Motuga, là, il y avait du boulot à A, là. Oh, de la dynamite aussi, hein? Oui, faire sauter le roc, là. Beaucoup de travail, hein? Et puis, il y avait beaucoup de monde. Ça a duré longtemps, ça a duré plusieurs années, ça, là. Entre 1954 et 1959, les travaux d'aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent vont mobiliser plus de 20 000 travailleurs. Je dirais que de tous les grands projets d'ingénierie dans le monde, surtout cette construction entre Montréal et le lac Ontario, les budgets ont été respectés, l'échéancier aussi. On prévoyait à peu près 4 ans, 4 ans et demi. Depuis son ouverture en 1959, les écluses de la voie maritime du Saint-Laurent ont servi au transport de plus de 2,5 milliards de tonnes métriques de marchandises, dont la valeur est estimée à plus de 375 milliards de dollars. Cela représente environ 30 millions de tonnes de marchandises par année. Mais un navire peut transporter l'équivalent de 225 wagons de chemin de fer ou 800 camions qui transportent de la marchandise. Mais le volume, ce n'est pas tout. La vitesse est aussi un facteur important. À partir du point d'entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, un navire mettra environ 24 heures pour franchir les 7 écluses de la région Maisonneuve et atteindre le lac Ontario. Et puis, les navires qui prennent plus de temps, et il y a des navires qui prennent moins de temps, mais on a établi une moyenne. Si on est dans cette moyenne-là, on peut dire qu'ils ont respecté le temps de transit et qu'ils ont eu un bon service. Les coûts d'opération d'un navire peuvent s'élever environ à 40 000 $ par jour. Si on compte le payage de la main-d'œuvre, le mazout nécessaire, l'entretien, tout ce qui englobe le transport, la cargaison, les agents, ainsi de suite. Il y a beaucoup de coûts reliés à ça. Donc, plus vite qu'on se rend aussi à destination, mieux c'est. Les moyens pour transporter de la marchandise sont nombreux. La route, le train, l'avion même, et évidemment l'eau. Pour avoir sa part du gâteau, la voie maritime devra se renouveler constamment. Deux bateaux s'approchent de l'écluse de Saint-Lambert. Une décision doit être prise par le contrôleur. Qui va passer le premier? Nous, on va appeler les gens à l'écluse pour leur donner les directives, quel navire prendre en premier, donc l'ordre de tour qu'on a décidé pour le navire en question. C'est quand même d'avoir tes caméras, par exemple. C'est bien important de prendre la meilleure décision possible afin de maximiser l'utilisation de nos écluses puis de ne pas laisser des navires en attente pour rien. Une mauvaise décision pourrait causer 1 heure de délai à un navire, ce qui apporte des coûts supplémentaires. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc, si on est capable d'améliorer les temps de transit, c'est là qu'on va faire des progrès. Pour rester compétitifs, les autorités de la voie maritime du Saint-Laurent ont mis au point au cours des dernières années un certain nombre d'innovations technologiques. L'une d'elles est le système d'amarrage main libre.
Ce nouveau système main libre, qui est à l'essai dans les écluses du canal Welland, en Ontario, va aussi permettre de diminuer les effectifs à bord des navires. Depuis toujours, un obstacle incontournable empêche la voie maritime du Saint-Laurent d'être encore plus compétitive. C'est sa fermeture obligée pendant les mois d'hiver. Normalement, quand on arrive en début décembre, il commence à avoir de la formation de glace, alors ça devient de plus en plus, ça devient difficile pour les opérations. Il faut toujours se remettre dans l'idée que les écluses ont 80 pieds de large et les navires de plus grande dimension ont 78 pieds. Fait qu'aussitôt qu'il y a un peu d'accumulation de glace sur les murs, ça cause problème. Alors, ça ralentit beaucoup nos opérations quand on arrive près de l'hiver. L'hiver, on fait l'entretien. On est fermé pour un peu moins que 3 mois à chaque hiver. C'est à ce moment-là qu'on fait tout l'entretien sur les infrastructures. C'est de l'entretien qui est absolument nécessaire si on veut maintenir un système fiable pour le reste de l'année. Aussi, 50 ans après sa construction, la dimension des écluses pose problème. Car au cours des 10 dernières années, les navires sont de plus en plus gros. Les navires de très grande dimension vont s'arrêter à des ports le long du Saint-Laurent et il y aura à ce moment-là transbordement de la marchandise sur des navires de plus petite dimension qui peuvent passer dans nos écluses. C'est irréaliste de penser qu'on pourrait prendre des navires de très, très grande dimension. Ça voudrait dire, premièrement, reconstruction d'écluses au complet, ce qui coûterait des milliards de dollars. Moi, je trouve que même si on est passé à travers 3 voies maritimes à tous les 50 ans, je pense que la voie maritime actuelle a encore beaucoup de potentiel. On n'a pas besoin de la développer pour encore au moins 25 ans ou davantage. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il y a aussi d'autres considérations, d'ordre environnemental celle-là, qui militent contre un agrandissement des écluses de la voie maritime. Évidemment, ces plus gros navires-là ont des tirants d'eau plus élevés, alors il faudrait draguer les chenaux, les canots, et à ce point-là, on entre avec des situations où les environnementalistes seraient définitivement pas en accord avec un projet semblable. Les impacts environnementaux, évidemment, de la grosse navigation, dans le cas du fleuve Saint-Laurent, c'est qu'il faut construire, évidemment, en plus des écluses, un chenal maritime. Et ce qui se passe, c'est que l'eau se concentre dans le chenal maritime. Donc, les berges sont asséchées. Et quand on est dans une situation d'étiage grave, tout l'eau se trouve pour desservir les navires et pas d'eau se trouve pour desservir la faune, la flore et les usagers des rives. Le passage de gros navires pose aussi un autre problème tout le long des berges de la voie maritime du Saint-Laurent. Alors, une fois que la voie maritime a été construite, on a remarqué que l'effet du bâtillage, donc l'effet des grosses vagues, on se promène autour des îles de Verchères et on voit l'érosion causée par le passage des navires. On est très conscient des impacts environnementaux qu'ont les grands navires lors de leur passage. C'est pour cette raison-là qu'une des choses que l'on fait, on réglemente la vitesse de ces navires-là de façon très stricte. Et, les navires qui excèdent ces limites de vitesse-là sont passibles d'amende assez élevées. Alors, on tient beaucoup à ce que les navires opèrent à des vitesses qui sont raisonnables dans le but de protéger l'environnement. À défaut d'agrandir les dimensions des écluses actuelles, les autorités de la voie maritime n'excluent pas la possibilité d'en améliorer la performance. À part de parler de la grandeur des écluses, si on avait à rebâtir des écluses de même grandeur, certainement qu'on regarderait à des systèmes de vannes ou d'amener d'eau dans l'écluse qui seraient plus efficaces. C'est-à-dire qu'une écluse, évidemment, tu veux la remplir le plus vite possible.
puis la vider le plus vite possible. Hein, on veut que les bateaux puissent circuler le plus rapidement possible. Mais si tu remplis trop vite, il va y avoir de la turbulence, le bateau va bouger, il peut y avoir des chocs. Donc, la clé, c'est de remplir le plus rapidement possible en gardant le niveau d'eau très, 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 très stable et tranquille pour éviter les chocs. En 2009, la voie maritime du Saint-Laurent a fêté son 50e anniversaire. Comme on ne peut envisager un agrandissement ou la construction de nouvelles écluses, il faut penser à rénover celles déjà existantes qui ont parfois bien souffert de ce demi-siècle de dur labeur. La voie maritime a 50 ans, un demi-siècle qui a laissé ses traces. Mais convaincus de son rôle essentiel, ses dirigeants ont décidé de procéder à des investissements de l'ordre de 350 millions de dollars pour rénover les écluses. L'investissement le plus majeur qu'on a à regarder dans les prochaines années, il y a 4 de nos 5 écluses dans le secteur de la région Maisonneuve, de Montréal au Lac-Ontario, qui ont une maladie, comme on pourrait dire. Il y a une réaction chimique qui se fait entre l'agrégat et la poudre de ciment qui a été utilisée lors de la construction. Ce que ça fait gonfler le béton, ça cause des fissures. À certains endroits, ce gonflement peut atteindre jusqu'à 8 cm, soit environ 3 pouces. Ça peut paraître minime, 3 pouces, mais quand on pense que les navires de grandeur maximum qui passent dans le système, il y a seulement qu'un pied chaque côté de jeu, alors c'est très important, on aura réparé ça très bientôt. En 2009, environ 50 millions de tonnes de marchandises ont transité dans les écluses de la voie maritime du Saint-Laurent. De l'aveu même de ses dirigeants, cela représente à peine 50 de sa capacité. Malgré cet achalandage en nette diminution, ses dirigeants soutiennent que la voie maritime a toujours sa raison d'être. À chaque année, on parle d'environ 45 à 50 millions de tonnes de cargaison sur le système. Ça représente environ 3000 transits. Qu'est-ce que ça veut dire, 3000 transits? C'est probablement, si on fermait la voie maritime, ça serait environ 1,5 million de camions, de voyageurs de camions qui passeraient sur la route avec ce que ça apporte, congestion, pollution et ainsi de suite. L'importance de la voie maritime est majeure puisque ça a permis de créer plusieurs emplois dans des domaines connexes. Et puis, il y a des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars. C'est une autoroute vers le centre de l'Amérique. Donc, oui, ça a beaucoup de retombées, plus que les gens peuvent le croire. Convaincus du rôle essentiel de la voie maritime, ses dirigeants ont décidé de procéder à des investissements majeurs pour rénover les écluses. Parallèlement à ces travaux de réfaction des infrastructures, les autorités de la voie maritime entendent mieux faire connaître ce joyau de l'ingénierie canadienne que représente son réseau d'écluses. Quand on parle de la voie maritime au grand public, on découvre qu'ils ne connaissent pas la voie maritime. C'est inconnu et pourtant c'est une très grande réalisation. C'est même, à mon avis, par certains de ses aspects, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et d'avoir pu aménager ça avec un fleuve que je trouve incomparable. Il est incomparable parce qu'il n'y a aucun fleuve au monde qui a une source comme celle-ci, les 5 Grands Lacs. Il y a beaucoup de travail d'éducation, de marketing à faire avec les gens. Par exemple, il y a très peu de gens qui savent qu'à l'écluse de Saint-Lambert, on a pris une de nos anciennes salles de contrôle de l'écluse pour en faire un observatoire pour le public, par exemple, où il est très intéressant de venir voir les navires de grande dimension être éclusés. De plus, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire au niveau du mode de transport maritime comme tel. Il y a un mode qui est très mal connu. À Sainte-Catherine, les autorités municipales souhaitent aussi faire leur part pour la mise en valeur de leur écluse. J'ai approché la voie maritime pour leur demander d'utiliser une des 2 tours pour faire un centre d'interprétation.
Ce que je pense qui serait valorisant par rapport justement à la pénalité que les gens de Sainte-Catherine ont eue de se faire imposer ça en 1957. Si on serait capable de trouver un attrait touristique dans un centre d'interprétation, pourquoi les gens attendent dans leur auto pour la traversée d'un bateau? La raison d'être d'attendre un 20-25 minutes, c'est quoi? Fait que ce centre d'interprétation-là permettrait aux gens d'aller sur place, de consulter puis de voir pourquoi j'attends. Quand on dresse le bilan des 50 premières années de la voie maritime, il y a plus de positifs que de négatifs. Si on veut en faire une synthèse des résultats, je dirais que la voie maritime du Saint-Laurent, telle qu'on la connaît aujourd'hui, depuis déjà 50 ans quand même, ça a été une très grande réalisation au point de vue engineering, parce que vous aviez de tout là-dedans. Vous aviez non seulement du génie civil, vous aviez du génie électrique, du génie mécanique. Même les résidents de Sainte-Catherine, qui ont été déplacés lors de l'aménagement du canal de la Rive-Sud, sont de cet avis. Ça, c'était la plus belle place de la province, la côte Sainte-Catherine avant. Si tu veux, le progrès, c'est ça. Hein? Le canal, aujourd'hui, c'est une chose qui est assez importante. Ça, on ne l'avait pas. Il y aurait bien les économies qui ne marcheraient pas autant, peut-être. Hein? C'est pour ça que le canal existe. Il y a eu peut-être, ce côté-là, une très bonne chose d'avoir fait le canal. Mais par contre, c'est aux deux côtés à la médaille. Hein? C'est ça. C'est pas tout le monde qui peut aller au canal de Panama, alors qu'ici, sans se déplacer trop, on pourrait avoir accès et puis comprendre mieux, puis aussi découvrir ce que j'appellerais la valeur inestimable des transports par eau. C'est mon punchline, ça.